Et merci d'être avec nous dans 18h Week-end sur LCI. Notre invité ce soir, Thierry Breton. Bonsoir Thierry Breton. Merci d'être avec nous, ancien commissaire européen au marché intérieur. C'est donc désormais acquis. L'Europe va payer. Ses produits exportés aux États-Unis seront taxés à hauteur de 15% dès le 7 août prochain. On a un petit délai malgré tout. D'abord, est-ce que l'Europe doit riposter? Et si c'est le cas, comment? Non, l'Europe n'a pas, encore une fois, je dirais quasiment à se prononcer, puisque cette injonction, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, elle est unilatérale. Le président des États-Unis a décidé donc d'augmenter les droits de douane, de taxer, diront certains, l'ensemble des pays de la planète pour leur donner la possibilité de commercer avec les États-Unis d'Amérique. Et j'entends beaucoup dire, mais il va falloir qu'on se réunisse, qu'on accepte. Non, c'est un état de fait. Il est le seul à décider des droits de douane qu'il veut imposer désormais à ceux qui pénètrent le continent américain. Il l'a fait, et donc ça s'applique à nous. Alors maintenant, il y a plusieurs éléments dans cette affaire. D'abord, vous savez qu'on a tous été assujettis à un certain nombre d'éventualités, certaines épouvantables, 30%, on est passé par 20%, maintenant on est à 15%, on a espéré 10%, voire 0%. Il y a derrière un certain nombre de conditions qui ont été annoncées par la Maison-Blanche comme étant des concessions, des garanties. L'achat, on s'en souvient, de 750 milliards de dollars d'hydrocarbures aux États-Unis, contre aujourd'hui 67. On ne sait pas comment on va faire pour les 3 ans. La garantie d'investissement de 600 milliards en complément des flux existants pour les 3 ans aussi d'investissement aux États-Unis. On ne sait pas comment ça va se faire. Et donc, c'est maintenant qu'effectivement qu'il va falloir finaliser ces concessions. Mais comme on sait qu'on ne maîtrise pas, je dirais, les velléités du président des États-Unis, et encore une fois, il est élu, il fait donc ce qu'il estime devoir faire pour son pays. Eh bien, on va voir maintenant comment on va pouvoir mettre en place ces garanties ou pas les mettre, parce que je ne vois pas comment on pourra les mettre. Et quelles seront les conséquences s'il y en a. Mais ce que l'on maîtrise, nous, c'est ce que l'on décide de faire sur les services, par exemple, services américains utilisés en Europe. Là, on pourrait agir. Est-ce qu'il n'y a pas un levier qui nous permettrait de riposter? Quand je dis nous, c'est européen, évidemment. C'est une, si vous permettez, très bonne question, parce que le justificatif qui a été accepté, notamment par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour accepter ces concessions, pour n'obtenir, vous voyez, je mets des guillemets, que 15% de droits de douane, c'était qu'il fallait absolument résorber le déficit commercial. Donc on sait qu'on est excédentaire, nous, parce qu'on importe plus que les États-Unis n'importent chez nous. Il y a un différentiel, alors les chiffres varient, mais en gros entre 150 et 200 milliards donc, de dollars par an, de ce différentiel. En tout cas, c'était en gros le chiffre de 2024. Et donc, Donald Trump, il n'aime pas ces déficits de balance commerciale. C'est pourtant le modèle, encore une fois, des États-Unis, mais ça, on y reviendra si vous voulez, c'est le modèle économique, mais enfin, il n'aime pas. Et donc, il a voulu le résorber. Il a dit, puisqu'il y a un tel déficit sur les produits, sur les biens, ça compris également les produits agricoles et les denrées alimentaires. Et donc, il a dit, écoutez, très bien, puisque c'est comme ça, on va augmenter les droits de douane. C'est pour justifier. Et Ursula von der Leyen, dans les quelques paroles qu'elle a pu échanger, puisqu'il n'a pas laissé beaucoup la parole au cours de cet entretien en Mondiovision en Écosse la semaine dernière, a dit, oui, c'est normal, il y a un déficit, donc ces droits de douane vont combler le déficit. Alors si on suit le raisonnement, c'est qu'il y a évidemment aussi des services, parce qu'on vend des produits, mais on vend aussi des services. Alors les services, pour nos téléspectateurs, c'est les services numériques, c'est aussi des services financiers, le tourisme en fait également partie, et donc là, en revanche, les États-Unis sont très excédentaires par rapport à l'Europe. Il y a un différentiel à peu près, pour être précis, 119-120 milliards. Donc vous voyez que quand on fait les deux, donc si jamais, très bien, alors on a donc augmenté les droits de douane pour compenser les 200 milliards de déficit de la balance commerciale de produits. Ils sont excédentaires, il faudrait donc, en toute logique, que nous puissions, nous aussi, dire, écoutez, là, il faut donc qu'on augmente les droits de douane, et en particulier sur les services, pour compenser, parce qu'on a aujourd'hui un différentiel, 120 milliards, c'est pas rien, et donc ça voudrait dire qu'on solde le déficit des produits, mais on le laisse complètement positif, et très positif, 120 milliards, c'est quand même un montant énorme, à la main des États-Unis, sans que nous ne puissions réagir. Il y a donc, et c'était la proposition de Gabriel Attal du reste, il y a donc, effectivement,
potentiellement, normalement, en toute rigueur, il devrait y avoir là une discussion pour dire on ne peut pas uniquement ne parler que d'un côté, il faut parler des deux côtés. Sauf que ça n'a pas été proposé par Mme von der Leyen. Michel Barnier, aujourd'hui, dans la tribune dimanche, dit qu'elle va devoir rendre des comptes. Alors on ne sait pas très bien ce qu'il sous-entend par là. D'abord, est-ce que c'est votre avis ? Et si c'est le cas, pourquoi ? D'abord, j'entends, encore une fois, il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur quiconque. On est dans une situation qui est une situation extrêmement singulière. J'ai utilisé le mot d'historique parce que je pense que c'est un tournant que nous vivons aujourd'hui. C'est quand même pas rien d'avoir aujourd'hui des droits de douane. J'ai fait un peu le calcul et d'autres économistes l'ont fait également. En gros, maintenant, après le 1er août, les droits de douane pour pénétrer les États-Unis, pour entrer sur le marché américain, en moyenne, c'est, certains disent 17, moi j'ai fait un calcul, on est à peu près 18, donc on est envoyé entre 17 et 18%. Je crois que si on a ce chiffre en tête, on ne se trompe pas. Ça veut dire que désormais, les droits de douane qui auparavant étaient de l'ordre de 2% pour entrer sur le marché américain, ils sont maintenant passés à 18%. C'est du jamais vu depuis 1934. Du jamais vu. On est donc en plein protectionnisme. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est dans ce sens que je dis, nous sommes donc rentrés dans un nouveau monde. Un nouveau monde qui ne reconnaît plus les règles internationales, qui ne reconnaît plus le droit que nous avions bâti, notamment avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, où lorsqu'un pays se comportait comme ça, le pays qui était victime devait pouvoir riposter et réagir avec des volumes similaires. Thierry Breton, est-ce que ce nouveau monde nécessite une nouvelle Europe ? Je vais ajouter un chiffre à ceux que vous avez mentionnés aujourd'hui dans le New York Times. Eux aussi ont pris leur calculette et ils se sont rendus compte que depuis le mois d'avril, donc depuis ce fameux Liberation Day, pour reprendre les mots de Donald Trump, eh bien le gouvernement avait encaissé, grâce à ces tarifs 100 milliards. Exactement, environ 100 milliards de dollars. C'est un début. C'est énorme. C'est un début. Oui et non, c'est énorme. C'est un début parce que 100 milliards depuis, encore une fois, il est là depuis. Voici les chiffres. Il est là depuis le 20 janvier. Il est là depuis le 20 janvier. Quand on fait le total, effectivement, ça fait 100 milliards. Oui, les 30 milliards que l'on voit, c'est juste sur le mois de juillet. Sur le mois. Donc c'est pour ça que quand on additionne, ça fait effectivement 100 milliards. Mais je dirais, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'ils vont encaisser à partir du second semestre, puisque là, on est effectivement à partir du 20 janvier avec une montée progressive, donc les droits de douane. Si le niveau des importations reste le même, parce que ça, c'est aussi un point d'interrogation. C'est vrai. Mais est-ce que cette situation, vous parlez de nouveau monde, à juste titre, est-ce qu'elle nécessite, cette situation, une nouvelle Europe, et comment on s'organise ? Bien sûr, et c'est là où, si vous permettez, je n'ai pas répondu à votre première question, faut-il rendre des comptes ? Michel Barnier dit il faut rendre des comptes. Au fond, à qui rendre des comptes et pourquoi ? À qui d'abord ? C'est au Parlement. C'est le Parlement qui doit et qui a la possibilité d'interroger en permanence la Commission européenne dans le cadre de commissions d'enquête et d'auditionner pour voir, au fond pour voir quoi ? Pour voir ce qui s'est passé, comment on a dérapé. Pourquoi dis-je dérapé ? Souvenez-vous, il faut revenir, parce que j'entends les uns et les autres, finalement on a eu le meilleur deal qu'on a pu avoir. Je crois que c'est pas la peine de se mettre la tête sous le sable. Ne jetons pas encore la pierre à quiconque. Regardons, et pour répondre à votre deuxième question à l'instant, que faire et quelle Europe bâtir pour se préparer désormais à cette nouvelle réalité du monde? Oui, il faut avoir maintenant, et sans attendre, le courage de faire notre aggiornamento. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Et si oui, quoi? Et, encore une fois, est-ce qu'on a raté collectivement? On ne va pas désigner un tel ou une telle. Moi, je dis oui. Premier rendez-vous, donc le 24 février 2025, c'est la première réunion bipartite entre la Commission européenne, donc je rappelle que c'est la Commission européenne qui a la délégation exclusive pour négocier en notre nom à tous, au 27. Donc elle va à Washington, donc c'est dirigé par le commissaire qui est en charge du commerce extérieur, M. Maroš Šefčovič, et il va proposer, Ursula von der Leyen le dit, du reste elle le repousse, et je trouve que c'est une très bonne proposition, elle va proposer un 0 pour 0. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui les deux plus grandes puissances économiques. On est ceux qui s'échangent le plus de biens et de services. Et donc, elle dit, finalement, élargissons et battons-nous pour qu'on ait une sorte de zone où il n'y ait pas de droit de douane entre les États-Unis et l'Europe. On était, avant l'avènement de Donald Trump, à 1,7% de droit de douane, un peu en dessous de 2%. Donc, revenir à zéro, c'était pas très douloureux. Je rappelle que d'autres grandes puissances économiques l'ont fait. Les autres grands partenaires, des États-Unis, le Mexique et le Canada, ont signé un accord qui s'appelle l'ASEUM,
c'est l'accord Canada, États-Unis, EU, Mexique, ASEUM. Et dans cet accord, tenez-vous bien, 91% des échanges entre les États-Unis et le Canada sont à zéro tarif. Ce qui fait que, par parenthèse, quand on dit que le Canada va avoir 35%, c'est sur les 9%. C'est évidemment sur le petit reliquat. Donc c'est ridicule. C'est ridicule. Donc on voit bien qu'on est dans des postures politiques. Le Canada est exonéré grâce à l'ASEUM. Et au fond, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire également un ASEUM, si je puis dire, on prend l'expression, entre les États-Unis et l'Europe? Bien sûr, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Mais pour ça, il faut engager une discussion politique. Et si on a peut-être une première interrogation, pourquoi on n'a pas engagé cette discussion politique au niveau où il fallait la faire? Alors on sait que Donald Trump avait des relations difficiles avec l'Europe, et en particulier avec la présidente de la Commission. Mais ce n'est pas une raison. C'est quand même un sujet extrêmement sérieux, extrêmement grave, et dont on voit qu'il est exclusivement politique. Deuxième élément, et donc après, finalement ça a dévié, on est rentré dans une espèce de bureaucratie et on a été traité comme les autres. On n'a pas été traité. Il y a eu des moments où, je rappelle que Donald Trump a voulu revenir sur l'ASEUM, et pour le Mexique et pour le Canada, et principe de réalité, il est revenu en arrière, il n'a pas bougé. Donc on aurait pu effectivement l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas utilisé? Essayons de discuter, essayons de voir. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième élément, lorsque le 5 avril, on va revenir, le 4 avril, c'est le fameux Liberation Day. Le 3 avril, nous avions décidé, enfin, d'avoir des mesures de rétorsion sur l'acier et l'aluminium, les 27, et donc de mettre des droits de douane, parce qu'on avait 25% sur l'acier et l'aluminium, à hauteur de 23 ou 24 milliards de dollars. Et donc, on les applique. Le 24, c'est le 3 avril. Le 24, il y a Liberation Day. Le 25, la Commission dit, non, finalement, on va les retirer. Quel message on a envoyé, au fond? C'était pour régler, encore une fois, un contentieux de 2018. Quel message on a envoyé aux États-Unis? Bien sûr, on ne veut pas l'escalade, mais on ne va pas rentrer en conflit du tout avec vous. Ce qui fait que lorsqu'on a dit ensuite, on a sur la table des mesures de rétorsion, on a sur la table des volumes, on a fait les calculs, on a des lois anti-coercition, les États-Unis savaient qu'on ne les appliquerait pas. Donc, si je dis ça, ce n'est pas encore une fois pour accuser quiconque, c'est pour voir comment collectivement on s'organise désormais pour nous faire entendre. Je dis bien pour nous faire entendre. Mais comment on retravaille à 27? Je vous pose la question parce que j'écoutais hier François Bayrou qui lui dit globalement, et vous disiez collectivement, nous nous sommes fait avoir collectivement. Non, je ne dis pas fait avoir, je ne dis pas ça. On a mal négocié collectivement. En tout cas, il faut voir, si jamais on avait bien négocié, on aurait eu comme le Canada ou le Mexique. Le Premier ministre dit, lui, nous avons été finalement seuls dans cette négociation. On l'écoute, je vais vous demander de commenter juste après. Est-ce que nous avons été un peu seuls? Oui. Est-ce que c'est la voie de l'avenir de l'Europe? Ceci est une autre question. Et moi, je crois, comme citoyen, comme responsable politique, comme responsable du gouvernement, je crois que la voie pour l'Europe est une voie d'affirmation et de résistance quand il faut, et de fierté le plus souvent possible, parce que ça compte beaucoup. Nous avons fait le constat avec vous, Thierry Breton, de ce qui s'est passé. Maintenant, les solutions, c'est ce qui nous intéresse. La voie de l'Europe, c'est une voie d'affirmation. Ça va dans le sens de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. C'est la seule issue pour l'Europe. Dans le monde tel qu'il est maintenant, on vient de parler d'un moment historique, d'une bascule quelque part. Dans le monde tel qu'il est désormais, c'est la seule issue pour l'Europe. L'Europe dont on voit qu'il faut qu'elle s'affirme, notamment vis-à-vis de ses alliés, parce qu'il faut qu'on s'affirme. On a encore toute la partie service à négocier. On vient d'en parler avec vous, elle n'a pas été négociée. On a la partie des mesures d'accompagnement qui figurent sur le site de la Maison-Blanche. On n'a pas encore commencé à rentrer dans le vif du sujet. On a un certain nombre de sujets également qui sont encore pas traités, sur les médicaments, sur les spiritueux, les vins également, sur un certain nombre de composants chimiques très sensibles. Donc il y a encore des tas de choses à discuter, mais il faut évidemment qu'on le fasse en étant conscient de la force que nous représentons. Et c'est vrai qu'on a donné un peu le sentiment qu'on ne voulait pas utiliser cette force. Alors, je ne jette pas la pierre, pour quelle raison? Parce qu'évidemment, les États-Unis, le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et on en revient à ce sujet qu'il faut aussi maintenant mettre sur la table. Il est évident qu'on est dans une logique de rapport de force violents, de rapports de force brutaux, et de rapports de force dont on voit qu'ils ont essentiellement une connotation politique. Lorsque l'on dit qu'on va mettre
35% de droits de douane sur le reliquat des 9% du Canada dont on parlait tout à l'heure, tout petit volume, et c'est quel est le justificatif? Ah ben le Canada a suivi la France pour reconnaître la Palestine, donc j'aime pas ça, donc je le punis. Ah bon? 50% pour le Brésil, qui ne fait pas beaucoup de trafic avec les États-Unis. Donc là encore, le volume est pas très affaiblir le gouvernement parce que Bolsonaro Pourquoi? Parce que M. Bolsonaro est un ami de M. Trump et qu'on ne veut pas embêter M. Bolsonaro. Donc on voit bien qu'on a des arguments qui sont tous sauf économiques, donc politiques. Eh bien, nous sommes une puissance, il faut qu'on commence à le dire, une puissance politique. Alors vous dites, comment à 27? Mais c'est notre projet depuis 70 ans, monsieur. Ça fait 70 ans. Et ça marche. Et ça marche parce que précisément, nous sommes évidemment différents. Il faut absolument éviter une chose qui est très importante, qui est dans l'esprit de nos traités. Pour que ça marche à 27, on ne peut pas se permettre qu'il y ait un pays qui, directement ou indirectement, influe les autres, impose aux autres une politique qui ne lui serait que favorable. Et c'est toute la raison pour laquelle il me semble très difficile, dans l'Europe à 27, mais c'est un sujet que je porte en moi depuis longtemps, c'est un problème de gouvernance, de confier, on pouvait le faire auparavant, mais je pense que de confier précisément à la tête de la Commission à l'un des plus grands pays de l'Europe peut poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces questions évidemment de réalité. Est-ce que finalement on va soutenir les intérêts d'un pays parce qu'il est très exportateur, en particulier avec son industrie automobile, au détriment des autres? Ce que je comprends, c'est que Mme von der Leyen, dans le cadre de ces négociations, consciemment ou inconsciemment, a probablement essayé de privilégier son pays, c'est-à-dire l'Allemagne. On ne peut pas ne pas se poser la question, c'est même si nous... C'est une question qui se pose légitimement, elle est évidemment posée par tous. Et voyez-vous, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut qu'on en tire les conclusions. Il faut qu'on en tire les leçons. Il faut qu'on derrière, c'est le deuxième point sur lequel je voulais peut-être attirer notre attention ce soir, c'est que pour répondre, vous le dites, voir si on a la force, je le souhaite, d'engager sans être agressif. Sans être hégémonique, mais de continuer à discuter dans les logiques qui ont été engagées, et en respectant ces logiques. On rappelait tout à l'heure les logiques de diminuer les déficits commerciaux, produits, services. Pour nous, la vraie leçon, il est urgentissime d'accélérer le réarmement de l'Europe, l'autonomie stratégique de l'Europe en matière de défense. Et quand je dis défense, je parle de tous les secteurs. On va en parler, ça. On va en parler longuement parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces ces dernières heures, y compris de la Pologne, qui continue de se fournir en Corée du Sud, qui vient de racheter pour près de 7 milliards de dollars d'équipements, qui vise une armée avec notamment 1 millier de chars d'ici 2030. On a vu cette semaine que l'Allemagne aussi voulait devenir, c'est ce qu'a dit son chancelier, la première armée d'Europe. On va parler de tout ça juste avant. Petite parenthèse politique, puisque vous parliez de politique, Monsieur Breton, française cette fois, parce qu'il va très rapidement être question des discussions autour du budget. Dès la rentrée, vous le savez, pour que la voix de la France porte, il faut aussi que son gouvernement, que son chef de l'État ait une position politique forte en France. Un sondage publié par Les Échos, le quotidien, qui dit que plus de 7 Français sur 10, 72% très exactement, estiment que les efforts demandés par le Premier ministre en matière de budget, le Premier ministre veut trouver 43 milliards d'euros d'économies, sont trop importants. Les partisans d'une censure du gouvernement se multiplient. Alors, comment convaincre? Comment expliquer? Vous voyez, ce sondage... Il faut le prendre, évidemment, pour ce qu'il est, et il donne le reflet de l'opinion publique de nos concitoyens, donc il faut le considérer avec sérieux, avec attention. Il est un peu désolant. C'est trop par rapport à quoi? C'est ça la question. On est dans une situation qui est devenue intenable. On génère cette année 165 milliards de déficit, c'est-à-dire qu'on va réinjecter dans la dette 165 milliards d'euros, parce qu'on ne peut pas se les payer. C'est tout notre vivre ensemble qu'on n'arrive pas à financer et qu'on va réinjecter dans la dette en 2025. Si on tient les objectifs annoncés par le Premier ministre en 2026, ce sera à nouveau 133 milliards qui vont être réinjectés dans la dette à la charge de nos enfants. Alors bien sûr, moralement, c'est tout à fait inacceptable. Mais enfin, tant que ça marche, certains vont se dire, pourvu que ça dure. Oui, mais sauf que derrière, il faut évidemment payer les intérêts.
le budget des intérêts de l'État, on le sait, va devenir très rapidement, le premier budget, il va atteindre, certaines estimations nous disent qu'à l'horizon 2028-2029, il pourrait atteindre les 100 milliards d'euros par an, sur un budget de 380 à 400 milliards, ça veut dire un tiers, c'est absolument gigantesquissime. Donc on voit bien que derrière, on ne peut plus continuer comme ça. Et quelque part, je dirais, le mérite, si je puis dire, d'avoir proposé cette réflexion, parce que, encore une fois, on en a parlé, y compris à votre micro, à votre antenne, la présentation d'un budget, c'est un moment politique. Le Premier ministre a posé le problème pour les Français et les Françaises avant le départ en vacances. Alors, on n'est pas là, il faut se reposer, c'est évident. Mais pendant cette période, il serait peut-être utile que tous les sujets qui ont été ouverts dans ce budget, est-ce que finalement on travaille assez ou pas? Ça ne veut pas dire, encore une fois, peut-être dans la semaine. Est-ce qu'on rentre assez tôt dans le monde du travail? Est-ce qu'on en sort pas un peu trop tôt? Ces questions sont posées. On ne peut pas continuer à se le financer comme ça. Est-ce que finalement, en réfléchissant à une organisation différente de notre État, le fait qu'à partir de 2027, ce qui est proposé dans le budget, on ne remplace que finalement un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite, est-ce qu'on envoie là un message qu'il faut s'approprier, etc., etc. Donc je pense que toutes les questions qui ont été soulevées par le budget, qui se traduisent par un élément. Il faut que ça infuse, c'est ce que vous dites. Il faut que ça, non seulement que ça infuse, mais que chacun s'en empare pour qu'ils comprennent qu'effectivement, on ne peut pas... Alors après ça, il y a des arbitrages, bien sûr, et des arbitrages politiques, bien entendu, et c'est normal. C'est la vie de la nation, et c'est le rôle d'un budget. Un budget, c'est politique, encore une fois, on fait des choix politiques, bien sûr, qui ont des répercussions économiques et sociales, mais c'est un choix politique en amont. Eh bien, je pense que c'est très important qu'on essaye de mettre, si on peut, pour ceux qui sont intéressés par ces questions, la période entre maintenant et peut-être le 15 septembre, pour réfléchir à ces questions et pour voir comment on peut y arriver. Encore une fois, on n'est pas là pour répondre. J'entends souvent, on répond aux injonctions de Bruxelles, que nous avons du reste bâties nous-mêmes, mais c'est un autre sujet. Non, c'est tout simplement qu'on est aujourd'hui à 3 300 milliards d'euros de dette. On atteint un niveau qui nous met vraiment, et je le dis avec la plus grande, je dirais, sonalité, si je peux me permettre. On est dans une situation qui commence à nous mettre vraiment à risque par rapport à notre capacité d'être autonome. Et vous savez, expliquez-nous ce que veut dire à risque, parce que risque, vous savez, on entend ces mots depuis des années en France, on ne comprend pas quelles conséquences concrètes pour nos concitoyens. Merci de me donner l'occasion de le préciser. À risque ne veut pas dire automatiquement à risque des marchés financiers ou des agences de notation. Elles vont s'en occuper toutes seules, croyez-moi, elles n'ont pas besoin qu'on les alerte. Elles nous suivent et c'est normal. On a tellement besoin des autres qui nous prêtent l'argent pour financer le déficit de l'État, que leur travail, c'est de voir précisément si la France est à risque un jour de ne pas pouvoir payer ses intérêts ou de rembourser le principal des dettes lorsque celles-ci viennent à échéance. Non, quand je dis à risque, c'est aussi à risque vis-à-vis de tout ce dont on parle depuis le début de notre entretien. Un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on ait de plus en plus de mal à compter, et je le dis vraiment sérieusement, à compter, et sur la scène européenne, on a des bonnes idées, on a des bonnes visions, on a des bonnes anticipations. Et pourquoi on n'arrive pas à les tracter? Pourquoi on n'arrive pas à convaincre nos 26 partenaires? Est-ce que finalement, un pays qui est l'un des pays qui est en train de devenir le pays qui gère le moins bien ses finances publiques et qui peut potentiellement commencer à fragiliser l'architecture complète de notre monnaie, l'euro, est-ce que finalement c'est un pays qui peut continuer à peser du poids de ce qu'il est, c'est-à-dire 67 millions d'habitants, une formidable capacité d'innovation, de recherche, d'industrie. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui étouffé par cette question qui se traduit par cette phrase que je vais redire ce soir. Un pays qui ne compte pas est un pays qui ne compte plus. Voilà comment on commence à être perçu de plus en plus, il faut le dire, voilà comment on commence à être perçu par nos partenaires européens. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a un risque réel que la France ne soit plus en capacité de payer ses fonctionnaires, son service de santé, l'éducation gratuite, une partie de ses retraites? Est-ce que tout cela, c'est quelque chose qui est concevable? Et est-ce que la France, aujourd'hui, se retrouve en danger d'être ce que la Grèce a été il y a quelques années,
un pays en banqueroute? Alors, je ne suis pas du tout de ceux qui manipulent ces chiffres en rouge. Bon, je ne crois pas que c'est pour ça que je vous pose la question. La responsabilité, c'est digne de la responsable politique, non. Il s'agit, encore une fois, plutôt de proposer des pistes, de procéder à de la pédagogie, d'essayer de faire en sorte que chacun, de là où il est, et nous sommes évidemment une nation avec des opinions différentes, c'est la démocratie, mais chacun s'approprie cet état de fait et apporte ses solutions, encore une fois, avec ses priorités. Et elles sont par définition légitimes, mais il s'agit ensuite de trouver celui ou celle qui saura les mettre en œuvre, les mettre en mouvement, et quelque part de rassembler toutes celles et tous ceux qui ont des opinions différentes, mais qui partagent, et j'espère qu'on va réussir, et c'est peut-être ça l'objectif qu'il faut se fixer en commun, à ce stade en tout cas, qui partagent le sentiment de la situation telle qu'elle est. Alors pour répondre à votre question, non, la France n'est pas la Grèce, et j'allais presque dire non plus, la France n'est pas la Grande-Bretagne. Lorsque Liz Truss, on le sait, a dû démissionner au bout de quelques jours, battant cela du reste, parce que nous aussi on démissionne pas mal les premiers ministres, enfin ça l'a battu Michel Barnier. C'est pas exactement le même système politique non plus. Oui, mais pourtant on voit que les premiers ministres, ça tourne pas mal, et c'est aussi l'un des problèmes que nous avons. C'est l'un des problèmes que nous avons, évidemment, c'est-à-dire l'instabilité. Maintenant, la France est un pays qui a deux éléments qui sont importants pour répondre à votre question. C'est que on sait vraiment prélever l'impôt, et même si on a aujourd'hui les plus hauts taux de prélèvement obligatoire des pays de l'OCDE, la France sait prélever l'impôt, c'est-à-dire que malheureusement, s'il y avait un accident, on saurait encore prélever davantage parce qu'on a des équipes à Bercy que je connais bien, j'ai été leur patron, extraordinairement performantes, et ça, s'il y a une chose qu'on sait bien faire en France, c'est prélever l'impôt. On sait aussi bien les imaginer pour les impôts nouveaux. Il y a aussi évidemment une épargne abondante. Alors, il est hors de question de taper dans l'épargne, 6 000 milliards, mais les marchés, ils regardent ça. Parce qu'après ça, il y a des arbitrages politiques. Donc, je suis en train de vous dire que le risque de fait de dire, disons, les marchés vont... Non, les marchés, aujourd'hui, ils regardent, ils peuvent rendre beaucoup plus cher la dette de la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est pratiquement au niveau de la Grèce, c'est même incroyable. Au niveau de l'Italie, c'est quand même incroyable. Ça peut être encore plus cher, et plus c'est cher, plus ça nous étrangle dans notre capacité budgétaire pour faire ce qu'il y a à faire. Ça, oui. Ça, c'est ce qui nous pend au nez, et c'est ce qui risque d'arriver. Ouais, la situation de la dette est un peu différente. Les Italiens détiennent une grande partie de leur dette. Donc ça change aussi leur rapport au marché. Mais bon, ceci étant rappelé, le fait de mettre la France en banqueroute, on n'en est pas là, mais ce n'est pas une raison pour nous satisfaire et nous dire encore un moment, monsieur le bourreau. Parce que pendant ce temps-là, on n'a plus la capacité d'investir pour l'innovation. On va avoir beaucoup de difficultés, il va falloir qu'on le fasse, parce que l'engagement a été pris, d'investir 3,5% maintenant de notre budget à l'horizon 2035 pour la défense. C'est un enjeu absolument considérable. On sait qu'il faut le faire aussi dans la transition verte. La planète continue à se réchauffer. C'est pas parce que M. Trump est arrivé que d'un seul coup, comme en un claquement de doigts, le CO2 a disparu. Non, il continue à être de plus en plus inquiétant pour nous tous. Donc voilà, tous ces enjeux-là, ils demeurent. Mais si jamais toute notre capacité à créer de la richesse, c'est pour payer le passé, je dis le payer le passé, parce que payer les intérêts de la dette, c'est payer le passé. Alors, non seulement un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus, c'est un pays qui n'est plus tourné que vers le passé et plus vers l'avenir. Et c'est pas ce que je veux pour mon pays. Avant de parler du réarmement de l'Europe, parce que c'est un dossier très important avec toutes les annonces de la semaine, j'aimerais vous faire réagir à une déclaration, celle de Catherine Vautrin, ministre de la Santé et du Travail, qui dit aujourd'hui dans un quotidien, en l'occurrence le dimanche, « La fraude sociale est une trahison de celles et ceux qui cotisent pour financer notre modèle social. Elle coûte 13 milliards d'euros. La ministre propose aussi des pistes pour y faire face. On apprend dans tous les rapports qui sont diffusés depuis ce matin que, par exemple, il y a en France 140 000 piscines non déclarées. Ça représente 40 millions d'euros de taxes, 5 millions d'euros de faux arrêts de travail, les fausses ordonnances, 11 millions d'euros en 2023. Donc ce sont des chiffres quand même très importants. D'abord sur les mots. Quand on parle de trahison, c'est un mot très fort. Est-ce que c'est un mot que vous auriez utilisé ? Je connais bien Catherine Vautrin. Nous étions ensemble au gouvernement. C'était sous Jacques Chirac. Et c'est une femme de qualité et qui est très déterminée.
et elle le démontre du reste ici, et sur l'analyse, je crains qu'elle ne surprenne personne. Je crains qu'elle ne surprenne personne. Parce que nous savons tous, et on a tous des cas, on a tous des voisins, on connaît tous ça, on a tous des cas où on dit non, c'est pas possible ça quand même. Moi je vais vous citer une anecdote. Moi j'étais à New York, et le chauffeur de taxi fort sympathique me disait qu'il rentrait en France pour aller se faire soigner parce qu'il avait encore la sécurité sociale en France. Bon, des cas comme ça, on en a malheureusement des dizaines et des dizaines dans notre entourage. Ça veut dire quoi au fond derrière? Et là encore, toujours posons-nous la question un peu, en prenant, si vous permettez, un peu de hauteur. Ça veut dire que nous sommes maintenant convaincus, tous, depuis le Conseil national de la résistance, qu'on a un modèle en France, qui est un modèle unique. C'est un modèle d'État-providence. Et que cet État-providence, quelque part comme pardon cette expression, une nounou plus que généreuse, eh bien, subvient à une grande partie des problèmes que l'on rencontre dans la vie. C'était la promesse du Conseil national de la résistance en 1943, lorsqu'a été créé, je dirais, les objectifs de la sécurité sociale. Et voilà, on est tous maintenant dans ce système qui nous coûte quand même, pardon de le rappeler, entre 900 milliards et 1000 milliards d'euros par an. Le budget de l'État, c'est un peu moins de 400 milliards. Donc c'est vraiment un montant considérable. Je mets les retraites dedans, mais ça fait partie, effectivement, encore une fois, de cet État-providence avec notre système de retraite par répartition. Et donc, effectivement, quand on a l'impression que finalement, on tape dedans comme si c'était d'abord un dû, j'entends des gens qui me disent « mais non, mais c'est mon dû ». Je vois des gens qui utilisent leur carte vitale, qui est un formidable progrès, parce que sur une petite carte à puce, on a un peu notre historique, quand c'est nos problèmes, nos affaires de santé, c'est un vrai plus. Mais certains l'utilisent comme une carte de crédit, où on peut tirer tout ce qu'on veut à partir du moment où je vais dans une pharmacie. Ben, si vous voulez, on voit bien que quelque part, notre système a été conçu pour être toujours plus protecteur, toujours plus généreux, et ça fait partie des discussions dont on parlait tout à l'heure. On voit bien qu'on ne peut plus se le payer comme ça. Alors toute la question, c'est de dire, et le chantier qu'ouvre quelque part Catherine Vautrin ce matin dans son entretien, dans son interview, c'est de dire, voilà, comment faire pour que sur un sujet qui est essentiel, on veut continuer à préserver, je dirais, les protections, les bienfaits de notre État-providence, mais comment faire pour que chacun contribue à le rendre acceptable par rapport à la situation de nos finances publiques. Et à propos, s'il y en a qui trichent, alors je jure, les mots, il faut toujours faire attention aux mots, mais quand on raconte ce qu'elle raconte ou l'anecdote que je vous disais, ben oui, on triche. S'il y en a qui trichent au détriment de la collectivité, et donc de nos enfants qui payent, ben il faut évidemment mettre un holà. C'est une évidence. Et c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est important ce que vous dites, parce que vous dites il faut mettre le holà, c'est une évidence. À chaque fois qu'un ministre du Travail arrive en poste, vous le savez mieux que personne, ces chiffres-là ressortent. Fraude sociale, 10, 12, 15, 20 milliards d'euros. Fraude fiscale, entre 60 et 100 milliards d'euros, selon les estimations. Et à chaque fois, on a l'impression finalement que ce qui est fait ne répond pas aux problèmes que posent ces fraudes. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière efficace pour y répondre et pour y mettre fin, en sachant évidemment, ne soyons pas naïfs, qu'on ne pourra pas... Je vais nuancer sur la fraude fiscale, parce que la fraude, encore une fois... Stopper tout le monde. Non, mais encore une fois, les services de Bercy sont extraordinairement performants et efficaces. Alors il y a un mythe, effectivement, de fraude fiscale. J'ai été, encore une fois... c'est plus qu'un mythe. Ça existe dans tous les pays, mais croyez-moi, l'administration fiscale française est extraordinairement vigilante et performante. Donc j'ai toujours du mal à réconcilier ces montants fantasmés et la réalité. Pour vous, ces montants sont fantasmés entre 60 et 100 milliards? Oui, mais enfin, j'ai pas la possibilité de le dire, parce que je l'ai vu, je sais que quand j'étais à Bercy, on avait la même chose déjà, et quand on a commencé à regarder, c'était pas du tout ce qu'on nous disait. Donc je suis toujours prudent. J'incite tout simplement à la prudence, parce que c'est trop facile. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on dit? Dans un pays où 10% des Français payent plus de 50% de l'impôt, on va dire, c'est toujours pareil. Sur les riches qui trichent aussi. Voilà, donc on sait très bien. Et je crois qu'il faut arrêter d'opposer les Français les uns aux autres. Sans ça, on n'arrivera pas, on s'en sortira pas. Et très bien, qu'on s'attaque maintenant au gros paquet.
ces fameux 1000 milliards. Qu'est-ce qui se passe dans ces 1000 milliards ? Est-ce que finalement, quand on prend un taxi pour aller se faire une analyse, qu'on habite à 80 km ou 50 km d'un département, d'un hôpital, est-ce que c'est obligé ? Est-ce qu'on peut prendre un taxi ? Est-ce qu'on peut trouver un autre moyen ? Est-ce que les taxis font payer le juste prix de la course ou plutôt se comparent comme une ambulance ? Il y a tellement de sujets. Je ne jette la pierre à personne, mais je crois qu'il faut vraiment que là, encore une fois, on regarde de façon extraordinairement, je dirais, précis, avec du recul, tous les sujets qu'il faudra traiter. Mais vous savez, le problème que nous avons ne se réglera pas avec la fraude fiscale ou la fraude sociale. Ce sont des chantiers engagés, mais c'est 1000 chantiers de cette nature qu'il faut engager. Et au fond, c'est peut-être à ça que nous engage le Premier ministre lorsqu'il nous dit « voilà le problème qu'on a ». Voilà quelques solutions. Est-ce qu'il y en a de meilleures ? Mais il faut qu'on trouve le moyen d'avancer ensemble pour réduire de façon durable désormais notre déficit, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut plus se payer avec ce que nous gagnons collectivement 1650 milliards de dépenses pour faire fonctionner l'ensemble de la nation France par an. J'aimerais qu'on évoque un sujet que vous connaissez bien, à présent le réarmement de l'Europe, parce qu'il est en cours, indéniablement. La Pologne annonce aujourd'hui une commande de 180 chars sud-coréens pour près de 7 milliards de dollars en 2030. Le pays devrait compter 1100 chars, c'est-à-dire plus que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie réunies. Alors, c'est un montant et une armée qui est en train de se constituer aux portes de la Russie qui est colossale. Dans un même temps, l'Allemagne fait savoir qu'elle veut se remilitariser et devenir la première puissance militaire d'Europe, ce qui a d'ailleurs même fait réagir les Russes. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, parle de 4e Reich. Voilà, avec évidemment la finesse qu'on lui connaît parfois. Oui. Et la nuance, l'esprit de nuance surtout. Exactement. En France, où en est-on ? D'abord, le réarmement est absolument indispensable. Quand je dis réarmement, c'est d'abord la réindustrialisation, l'augmentation des capacités de production de notre appareil donc industriel de défense. On sait tout faire en Europe, mais maintenant il faut qu'on monte la capacité de cadence. Vous vous rappelez à l'instant la commande polonaise, ça prend du temps tout ça. En fait, c'est pas Donald Tusk qui a initié ça, c'était son prédécesseur, le Premier ministre Morawiecki. Avec une première commande de 500 chars. C'était le Premier ministre Morawiecki qui avait effectivement commencé à faire appel aux Coréens, aux Sud-Coréens, bien entendu, je me tiens à préciser, aux Sud-Coréens, pour passer cette commande, y compris du reste, commencer à avoir des coopérations en matière d'industrie de défense sur son territoire. On sait que la Corée est un pays par nécessité qui a maintenu une capacité de défense importante. Alors, une fois qu'on a ce constat, ça va dans le bon sens. L'Allemagne, puisqu'on vous parlait de l'Allemagne, depuis presque 35-40 ans, même plus, n'a pas fait les efforts d'investissement en matière de défense qu'elle aurait dû consentir. Mais parce qu'il y avait l'histoire. Oui, mais on l'a tous. C'est notre histoire à nous aussi, mais il y a aussi des engagements. L'histoire de l'Allemagne est quelque part aussi notre histoire. C'est notre histoire à nous, Européens. Bien entendu, vous avez parfaitement raison. C'est évidemment la reconstruction d'un continent avec un projet de paix. C'est évidemment 1945, c'est évidemment 1954. Et 89. C'est évidemment 1954, la communauté européenne de défense qui a été ratée, et dont on sait que c'est la France qui a été à l'origine, sans doute pas que pour des mauvaises raisons, de ne pas la réaliser, alors que l'Allemagne y était engagée pour avoir une armée européenne à l'époque, avec le soutien, à la demande du reste des États-Unis, le soutien de la Grande-Bretagne et donc de l'Allemagne. 5 pays sur 6 qui l'avaient ratifié, la France ne l'a pas fait. Mais donc oui, on connaît cette histoire, c'est notre histoire. L'Allemagne, en revanche, comme tous les pays membres de l'OTAN, devait dépenser, non, je ne vais pas parler comme Donald Trump, mais devait dépenser 2% de son PNB, et l'Allemagne a sous-investi, et quelque part, confortablement, s'est abritée derrière le parapluie américain, aussi bien en ce qui concerne la défense conventionnelle, avec donc on sait 100 000 hommes qui sont donc positionnés, donc une très grande partie sur le territoire allemand, donc en Europe, 100 000 hommes, 100 000 Américains. S'efface, les Américains se retirent. Et j'y reviens. Et le parapluie
nucléaire. Et donc, il faut vraiment qu'on en parle. Il faut qu'on commence à parler de tout. Et quand on disait tout à l'heure, au début de notre entretien, qu'il serait parfaitement utile de faire un aggiornamento complet de ce qui s'est passé depuis je rappelais cette date du 24 février, première rencontre entre Ursula von der Leyen, enfin pas Ursula von der Leyen, ses représentants et l'administration Trump, pour en arriver à ce que certains ont vécu comme une vassalisation. D'autres l'ont qualifié d'humiliation de l'Europe. Et pour tirer les conséquences de cela, il y en a une qui me semble absolument indispensable aujourd'hui, c'est le fait que tant que l'Europe et un certain nombre de pays européens auront tellement peur, légitimement, de la situation dangereuse dans laquelle nous vivons, en particulier pour tous ceux qui ont une frontière commune avec la Russie, ou, c'est le cas de la Pologne, avec l'Ukraine. Eh bien, à la fin, si jamais il y a le moindre risque que les États-Unis n'assurent pas cette protection, que ce soit dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN, ou tout simplement une intervention, retirer les troupes qui sont stationnées en Europe, ils ont une telle peur viscérale, j'allais dire, si on parle de la Lettonie, de l'Estonie, de la Lituanie, historique. Eux pensent qu'ils seront les prochains. Ils l'ont vécu. Moi, quand j'allais en Estonie, j'étais très souvent, j'avais des rencontres avec les services secrets spécialisés estoniens, escalité bien entendu. Je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on disait, mais ils étaient extraordinairement renseignés et on avait une vision plutôt très claire de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Donc il faut les comprendre. Et donc mon point, mais c'est vraiment un sujet sur lequel je voudrais m'arrêter une seconde, eh bien c'est le sujet global. Oui, il faut évidemment qu'on se réarme très vite en armes conventionnelles pour faire face évidemment à des guerres d'attrition, par exemple, c'est le cas de la Pologne. Je rappelle que la Pologne a plus de 4% de son PIB en matière donc, de défense. Ils vont avoir une armée de terre, parce que la Pologne c'est une armée de terre essentiellement, de 340 000 hommes. Ça va être la première armée de terre d'active donc en Europe, mais on est dans un cadre conventionnel. Et il y a un autre cadre, et qui se rappelle à nous maintenant tous les jours, pratiquement, c'est le cadre nucléaire. Et je voudrais vous rappeler qu'on a baissé de façon extraordinairement importante, à l'occasion des traités START, les New START. Le nombre d'ogives. Le nombre d'ogives. On est passé de 60... On va y revenir, M. Breton, parce que c'est important aussi d'aborder ça. 60 000 ogives. On est passé maintenant à 12 000 à peu près. Mais ce traité START, il se termine quand ? Le 26 février 2026. À partir de ce moment-là, les pays qui vont vouloir se réarmer en n'étant plus sous le regard international, je parle réarmer d'un point de vue nucléaire, ou augmenter leur capacité balistique ou leur capacité d'ogive, vont le faire. Tous les signaux nous laissent à penser que c'est peut-être la voie que prend la Russie désormais. Vous dites le réarmement de l'Europe aujourd'hui est indispensable. Est-ce que ce secteur de la défense en Europe peut devenir le ciment qu'a été l'euro et la monnaie unique en son temps? Je fais référence évidemment à ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il faut être craint pour être respecté en quelque sorte. Et pour être craint aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut aussi avoir les moyens de l'être. Et on le voit encore une fois, et c'est peut-être l'une des conclusions qu'il faut tirer très vite de cet triste épisode qui s'est déroulé sous nos yeux, dont on parlait au début de notre entretien, qui n'est pas terminé, vous avez eu raison de le rappeler à nos téléspectateurs, mais précisément, oui, à partir du moment où on est dans un monde où seuls les rapports de force vous permettent de faire respecter ce à quoi vous croyez, ce que vous êtes, le mandat que vous avez en matière de protection de vos concitoyens, alors évidemment, il faut tirer les conséquences, et je le redis, toutes les conséquences. Vous faisiez allusion à la création de l'euro, et quelque part, puisqu'on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, ce qui l'a permis, c'est l'abandon incroyable du Deutschmark, par l'Allemagne, pour rejoindre l'euro. Ça a été un moment existentiel, un moment... Et bien, il y en a un autre, me semble-t-il, qui s'est produit il n'y a pas très longtemps, c'était le 23 février, à l'occasion des élections législatives allemandes, lorsque à l'époque futur chancelier, il n'était pas encore, c'était juste avant les résultats, a déclaré que désormais, il fallait sans doute que l'Allemagne commence à discuter, plus uniquement de façon bilatérale avec les États-Unis pour sa protection nucléaire, mais désormais avec la France et la Grande-Bretagne, vous vous en souvenez. Pour moi, c'est un moment qui est aussi
potentiellement important que celui auquel vous faisiez référence sur la monnaie. Encore faut-il qu'on s'en empare. Je me suis réjoui lorsque le président de la République et le Premier ministre britannique s'en sont emparés. Ils ont commencé à mettre une coordination en place. Il faut désormais aller plus loin et sans doute commencer à discuter, tout en respectant l'ambiguïté stratégique, qui est le corps même de la doctrine nucléaire. Mais il faut évidemment commencer à discuter de l'ensemble de ces sujets, y compris dans une logique où malheureusement, et je le dis de façon très claire, il est probable, j'espère pas certain, que nous rentrions désormais dans une phase où la prolifération nucléaire risque de devenir quelque chose qu'on avait réussi de façon extraordinaire, à peu près limitée à peu près, au cours des 70 dernières années. Donc voilà, il faut qu'on soit attentif à toutes ces questions, il faut qu'on se donne les moyens de les traiter, et il faut que précisément ceux qui en ont la capacité puissent le faire. Et on vient de parler de 3 pays qui me semblent être appelés à jouer un rôle très important dans cette configuration du monde qui se décide, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Et justement, sur ce sujet précisément, ces derniers jours, Donald Trump a annoncé qu'il déplaçait 2 de ses sous-marins nucléaires pour, dit-il, les rapprocher de la Russie. Des missiles nucléaires tactiques ont été envoyés en Grande-Bretagne avec les avions qui vont avec. La Russie annonce de son côté la production industrielle de ces fameux missiles Orychnik qui peuvent comporter des têtes nucléaires. Vous l'avez évoqué, l'Allemagne et la Pologne qui se disent maintenant prêts à discuter d'obtenir pour eux-mêmes cette protection nucléaire. On est clairement en train de changer le monde. C'est pas, pour l'Allemagne et la Pologne, c'est pas eux qui vont faire l'arme nucléaire, c'est quasiment impossible. Non, bien sûr. Mais alors, c'est un sujet qui avait disparu, vous l'avez dit. Voilà, est-ce qu'on est de retour dans une sorte de guerre froide qui est en train de s'installer? D'abord, il faut toujours, là encore, bien prendre de la hauteur. On est dans ce qu'on appelle, que les militaires appellent la gesticulation. Bon, les États-Unis et l'Amérique ont 13 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des SNLE, de classe Oyo. Ils en ont en permanence 4 à 5 à la mer. Les Russes en ont un tout petit peu moins. Ils en ont aussi 5 ou 6 à la mer en permanence. Nous en avons, nous, 4. On en a 1, voire 2 à la mer. Si je dis ça, ça veut dire que dans le contexte que nous connaissons, vous comprenez bien que le président des États-Unis n'a pas attendu les déclarations intempestives, on y est aussi, hélas, un peu habitué, de M. Medvedev, qui est le vice-président donc, du Conseil de sécurité maintenant. Ancien président, ancien Premier ministre, etc. Et dont on est habitué, là encore au propos pour le moins belliciste. Donc on n'est pas étonné. Alors est-ce qu'il a eu raison de réagir ou pas? C'est pas la question, c'est une question globale. La question, c'est qu'il a réagi. Mais alors maintenant, quand je dis que c'est de la gesticulation, c'est pas péjoratif, non, c'est un langage, donc le langage approprié. Il est évident que sur les 4 à 5 sous-marins nucléaires, qui sont, vous savez, quand un sous-marin nucléaire prend la mer, le terme des marins, il disparaît dans l'océan. Voilà, il va se fondre, pour être le terme exact, il se fond dans l'océan. Et on ne sait plus où il est. On lui assigne des zones, il est dans ces zones. Même le président de la République ne connaît pas le lieu exact où il est, parce que personne ne doit le connaître pour qu'il soit précisément totalement indétectable et qu'il n'y ait pas la capacité de pouvoir aller le rechercher. Ça fait partie des doctrines de dissuasion. Donc il est évident qu'il y avait déjà des sous-marins nucléaires qui étaient en proximité de la Russie, compte tenu de la situation. Alors, ce qui est important, c'est pas tellement qu'il va dire qu'il va les lancer ou qu'il va les envoyer. Ils y étaient forcément déjà. C'est le fait qu'il les dit. Et s'il le dit précisément, c'est pour que on rentre dans une petite escalade. Attention, je suis là, n'oubliez jamais que nous sommes une puissance nucléaire et qu'on n'aura pas la main qui tremble. Ce qui lui est rétorqué immédiatement, avec précisément toujours cet argument, alors d'abord, soit vous savez, la logique du madman, donc... Oui, de l'homme fou, la théorie de l'homme fou. Théorie de l'homme fou, la main aussi... Fait Nixon. Voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est des réponses qui sont des réponses, encore une fois, qu'il faut prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pas plus que je ne viens de le dire, me semble-t-il. Pour l'instant, nous ne sommes pas au niveau d'une crise des missiles de 62, par exemple. Certainement pas, et je crois qu'il faut vraiment bien le redire. On est dans cette logique. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que finalement, Donald Trump, au bout de 6 mois de présence à la Maison-Blanche, a peut-être compris, enfin, qui est Donald Trump. On se souvient... Vladimir Poutine.
Qui Vladimir Poutine, excusez-moi. Enfin, en 24 heures, ça devait être réglé. On a eu quand même pendant des mois et des mois des relations qui étaient assez surprenantes, ou en tout cas des postures de relations de communication entre l'un et l'autre. Ça nous a beaucoup étonnés parce que nous, on vit tout ça tous les jours. Et ce qui me semble important, c'est que le président des États-Unis vient sans doute réellement de comprendre vraiment à qui il a affaire, sa détermination. J'ajoute que pendant ce temps-là, il y a tous les jours 1500 personnes, soldats, qui meurent tous les jours sur le front. Ça veut dire que pour un homme qui se voulait un homme de paix, on a attendu 6 mois. Vous multipliez 1000 à 1500 malheureux qui perdent leur vie tous les jours par 6 mois. Vous avez entre 180 000 et 200 000 personnes parce qu'on a attendu. Est-ce qu'on n'a pas trop attendu? Personnellement, je le crois. Mieux vaut peut-être tard que jamais. Mais regardez le prix que l'on paye. Donc j'espère vivement que cette prise de conscience va se traduire désormais dans les faits, plus de soutien à l'Ukraine dans son combat légitime, existentiel, pour elle et quelque part pour nous aussi, on en a parlé tout à l'heure, en moyens militaires, plus de pression sur la Russie pour qu'il rentre enfin en discussion pour un cessez-le-feu. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces discussions dans 5 jours? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent mener à quelque chose de positif, évidemment, même si mais je l'espère, les bruits qui nous viennent de Russie pour l'instant... Je l'espère comme tout le monde, mais on voit bien, et tout ce que nous venons de dire, on voit bien que c'est pas la logique dans laquelle se trouve aujourd'hui Donald Trump. On le voit bien. Et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, excusez-moi. On le voit bien. On le voit absolument. C'est pas cette logique dans laquelle il se trouve. On le souhaite, on l'espère vivement. Personnellement, au regard de ce qui s'est passé, au regard de ce qui se passe en Russie, la nécessité aussi pour Vladimir Poutine de poursuivre cette guerre. Le fait que finalement la Chine ne joue pas complètement le rôle qu'elle pourrait jouer en tempérant les velléités de Vladimir Poutine me laisse à tout le moins dubitatif. Et sur cette question, justement, est-ce que vous pensez que les sanctions, les tarifs douaniers évoqués par Donald Trump pour tenter de mettre une pression supplémentaire sur Vladimir Poutine peuvent avoir un effet? Sans doute plus sur les périphéries que directement sur la Russie. Donc les sanctions secondaires. Les sanctions secondaires, et en particulier sur des pays qui vont raffiner massivement le pétrole russe qui sort non raffiné, et je pense en particulier, bien entendu, vous l'avez en tête, à l'Inde. L'Inde est devenue, n'ayant pas des gisements gigantesques, le premier pays exportateur de produits raffinés depuis peu de temps. On se demande d'où ça vient. Je crois que c'est pas la peine d'aller très loin. Donc il y a un certain nombre de pays qui aujourd'hui donc permettent à la Russie de financer son effort de guerre. Je pense que ces sanctions secondaires risquent d'être effectivement peut-être plus efficaces que des sanctions directes sur la Russie, mais on verra. Merci beaucoup Thierry Breton d'être venu nous expliquer tout cela ici ce soir. C'était passionnant.